Bonjour et bienvenue à Entretien avec, à ce microphone Augustin Tapé. Entretien avec reçoit Mireille Anti, présidente de la Fondation Mireille Anti pour les cœurs en détresse, qui œuvre pour que les enfants qui naissent en prison et ceux qui suivent leur mère en détention puissent grandir hors du milieu carcéral, un milieu où ils sont privés de leurs droits fondamentaux, parmi lesquels on peut citer leur droit à l'éducation, pour mettre fin à cette situation des mères qui traînent leurs enfants comme un boulet à leurs pieds en prison. La Fondation Mireille Anti, créée en 2009, s'est engagée à redonner de la dignité aux femmes enceintes incarcérées et celles qui vivent encore avec leurs enfants qui sont prisonniers sans toutefois l'avoir voulu. Mireille Anti en dit un peu plus sur le contenu de ce projet dans cet entretien. Bonjour Madame la Présidente. Alors, quelle est la situation des femmes enceintes qui sont dans nos prisons en Côte d'Ivoire ? Alors, la situation des femmes en prison à ce jour n'est pas des plus réluisantes. Il faut savoir déjà que c'est une prison qui accueille autant les femmes que les hommes et les enfants. Donc, ces femmes-là sont amenées à partager le quotidien de toutes ces personnes que je viens de citer. À côté de ça, il faut parler aussi de tout ce qui est vécu carcéral, notamment les conditions de vie dans les cellules, avec la cohabitation d'un certain nombre de personnes dans un périmètre assez réduit, donc la promiscuité. Et il y a aussi les rations alimentaires qui, elles, ne sont pas forcément qualitatives et quantitatives aussi. Et il y a tout le suivi, puisque vous parliez d'une femme, il y a tout le suivi qui doit accompagner, par exemple, une femme quand elle est enceinte ou quand elle est accompagnée d'un bébé. Donc, la situation n'est pas réluisante. Et c'est pour ça, justement, que ces femmes-là, qui sont en détresse manifestement, nous avons décidé de leur apporter un coup de main, notamment en aidant déjà leurs enfants, parce qu'il y en a qui viennent avec les enfants en prison et il y en a qui accouchent en prison. Donc, ces enfants, de toute évidence, ne sont pas prévus dans l'effectif carcéral. Donc, nous, ONG, nous devons leur apporter l'appui nécessaire et veiller à ce que, justement, ces femmes, bien qu'en étant en prison, puissent avoir leurs droits respectés. Alors, en termes d'arsenal juridique, est-ce que les autorités ivoiriennes ont prévu une protection de ces personnes qui sont dans ce milieu carcéral ? C'est bien de poser la question parce que le cadre juridique existe. Les textes protégeant ces femmes existent. Seulement, il y a un gap en ce qui concerne l'application des textes de loi. Vous avez l'article 48 du Code pénal qui demande que les femmes ne soient pas incarcérées sous mandat de dépôt ou en détention préventive quand elles sont enceintes. Il faudrait attendre qu'elles accouchent d'abord avant de purger leur peine. Mais ce n'est pas le cas. C'est parce que l'on observe en réalité. Il y a des femmes qui sont enceintes en prison à des mois assez avancés, qui accouchent en prison et dont les enfants demeurent en prison. Pour ce qui est des enfants, il y a le décret pénitentiaire qui demande que ces enfants-là soient auprès de leur maman jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais on observe par endroits que des enfants ont plus de 2 ans et qui sont en cellule avec leur maman. Et il y a aussi le fait que ces enfants ne soient pas véritablement pris en compte par les textes de loi. Je m'explique. Lorsqu'un décret pénitentiaire prévoit que les enfants restent en prison jusqu'à l'âge de 2 ans et que vous posez la question de savoir si les enfants sont incarcérés, on vous dit non. Alors à partir du moment où les enfants ne sont pas incarcérés, il faudrait bien qu'il y ait des lois qui prévoient qu'il y ait une ration alimentaire pour ces enfants-là, qu'il y ait un suivi médical pour ces enfants-là, alors que tout ce qui se fait en prison ne concerne que les détenus ou ceux en détention provisoire ou ceux mis en mandat de dépôt. Donc du coup, on admet ces enfants, mais on ne respecte pas leurs droits. Voilà un peu les disparités qu'on peut constater sur le terrain. Autant que leur mère, les enfants croupissent en prison, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, les enfants sont privés de leurs droits fondamentaux qui sont entre autres ceux de l'éducation. Alors, vous avez une action que vous avez menée récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? À quel niveau vous vous situez concernant ce projet-là ? Alors, à quel niveau nous avons pris conscience de ce phénomène d'enfants vivant en prison avec leur mère en 2013, lorsque nous organisions nos traditionnelles journées de l'écoute chaque mois d'octobre. Et nous nous sommes dit, il est quand même inadmissible de permettre que des enfants qui n'ont rien fait, qui ne sont pas en infraction, puissent
rester en prison et vivre et voir tout ce qui se fait en prison. Cela marquera leur avenir forcément. Nous avons donc mis sur pied un projet de scolarisation des enfants qui avaient plus de 2 ans, parce que c'était ceux-là dont on pouvait véritablement s'occuper et qui pouvaient aussi bénéficier d'un programme scolaire. Nous les avons inscrits à la maternelle et à la crèche et ils ont poursuivi leur scolarité. Mais nous faisions ça avec pour objectif d'attirer l'attention quand même des pouvoirs publics sur cette situation. Elle était peut-être connue, mais chacun de nous fermait les yeux sur cette réalité parce que, bon, après tout, on se dit, mais la mère a bien fait quelque chose, c'est pour ça qu'elle part en prison. Donc, finalement, l'enfant est tributaire du délit qu'a commis sa mère. Et donc, à la suite du projet de scolarisation, nous avons alerté l'opinion à travers une campagne qu'on a appelée Opération Je dis non sur les réseaux sociaux, avec la contribution de personnalités publiques, politiques, médiatiques, du monde de la musique, du théâtre, du cinéma. Et ça s'est plutôt bien passé. Nous avons eu ensuite en décembre 2014 la décision du ministre qui a demandé que l'application du décret pénitentiaire se fasse réellement. Donc tous les enfants de plus de 2 ans puissent sortir des prisons. Seulement nous avons été confrontés au refus à un moment donné des mères qui, étant trop attachées à leurs enfants, ne voulaient pas se séparer d'eux. Alors il a fallu mener un groupe de parole pendant 6 mois environ pour leur faire comprendre la nécessité de laisser un tant soit peu les enfants regagner la maison, de sorte qu'on puisse, elles, s'occuper d'elles pour ce qui est du suivi judiciaire de leur dossier. Et elles ont accepté, les enfants sont sortis au mois de mai 2015. Voilà, ces mamans sont encore en prison. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous n'avons pas poursuivi le projet de scolarisation que nous avions entamé, mais nous nous sommes dit, puisque les enfants retournent en famille, il faudrait renforcer les capacités des parents, notamment des pères qui se retrouvaient du coup avec une bouche à nourrir. Donc nous avons aidé ces papas au moyen d'activités génératrices de revenus pour que qu'ils retrouvent tout simplement leur dignité, leur place de père dans la famille. Et pendant ce temps, les groupes de parole nous ont permis de voir une autre réalité de ces mamans-là qui était celle du suivi judiciaire de leur dossier. Parce que pour la plupart, elles avaient des dossiers dits en cabinet, c'est-à-dire en instruction. Des enquêtes devaient être menées pour justement sortir une décision finale, soit de les condamner, soit de les relaxer. Et elles n'en savaient pas vraiment où est-ce qu'elles en étaient côté dossier. Donc il fallait maintenant s'adresser aux différents juges d'instruction, procureurs de la République éventuellement pour savoir comment est-ce qu'on pourrait aider ces femmes-là. Donc là, c'est le deuxième aspect de notre projet. À ce jour, nous sommes dans l'opération Zéro Maternité ou Zéro Naissance en prison. Donc nous avons rencontré le procureur de la République, comme je vous disais, et tous les juges d'instruction pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre effectivement en application l'article 48 du Code pénal qui dispose que les femmes enceintes ne doivent pas être en prison. Mais si elles ne sont pas en prison, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même? Ou bien est-ce qu'il y aura des ponts qu'il faut offrir pour qu'elles puissent peut-être être accueillies dans des centres et puis être surveillées par les autorités policières par exemple? C'est une réflexion qui mérite d'être menée et vraiment dans tous les sens du terme, parce qu'il faudrait autant faire comprendre aux différents magistrats que la place d'un enfant, c'est pas en prison. Parce que si elle est enceinte, elle accouchera manifestement, et si elle est sous mandat de dépôt, eh bien l'enfant purgera la même peine que sa mère. Donc dire que ça comporte des risques au plan psychologique et social aussi pour cet enfant-là, parce qu'on décrit beaucoup le phénomène des microbes, mais s'il faut en créer aussi dans les prisons, on ne résout pas la situation. Il faut aussi attirer l'attention des juges sur la précarité du vécu carcéral pour une femme enceinte. Parce qu'une femme enceinte, déjà quand elle vit en dehors des prisons, c'est pas évident parce qu'il faut un suivi. Alors quand elle se retrouve en prison, elle est doublement vulnérable. Il faut un autre suivi. En cela, votre question est intéressante parce que justement, elle pose aussi la question des prisons spécifiques pour femmes. Parce que actuellement, comme je vous le disais tantôt, les femmes côtoient les hommes. Donc si on a des prisons pour femmes, oui, on peut permettre à une femme de transiter le temps de sa grossesse dans une zone tampon et par la suite qu'elle aille purger sa peine. Cette réflexion-là ne doit pas se mener en termes de « elle a quand même fait quelque chose, elle doit payer ». Non, elle doit être menée
en prenant en compte la spécificité de la femme qui est enceinte et qui doit accoucher. Alors en cela, oui, je suis d'accord pour un centre de transit où la femme serait, ou même le système qui se fait ailleurs, c'est de payer une caution ou d'assurer une représentation même de la femme auprès des instances judiciaires. Quelqu'un qui se porterait garant pour ces femmes qui sont accusées, le temps qu'elles puissent accoucher et ensuite aller purger leur peine. Et pour cela, nous projetons au mois de juin prochain, 2016, un séminaire avec tous les pédopsychiatres, tous les juristes, toutes les personnes, les parties prenantes de ce dossier-là. Nous comptons les rassembler au cours de la journée de l'enfant africain pour vraiment creuser la question et trouver une solution ou un début de solution pour ces femmes-là spécifiquement. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités, à travers vos plaidoyers, vous écoutent? Oui, elles sont réceptives. Elles sont réceptives parce que nous sommes créés en 2009. Nous n'avions pas eu jusqu'à 2013 écho d'une situation pareille. Nous avons été interpellés par le service socio-éducatif de l'administration pénitentiaire qui a porté cette information d'enfants vivant en prison avec leur mère à notre attention. Donc du coup, nous nous sommes vus le devoir, puisque nous travaillons dans l'humanitaire et dans ce domaine de la détresse, nous nous sommes vus le devoir de leur apporter assistance. Et heureusement, en fouillant les textes, nous avons vu que des choses sont prévues, mais dans l'application, c'est un peu difficile de le faire. Donc c'est ensemble que nous réfléchissons. Nous avons un bon retour des autorités, heureusement, parce qu'il faudrait que nous travaillions avec elles, qu'elles comprennent ce que nous voulons et qu'elles nous donnent aussi leur appui, parce que ce genre de combat, si je peux le dire, n'est pas à mener tout seul dans son coin. Il faut une synergie d'action et justement avec l'État, bien entendu, avec les autorités compétentes et en charge de cette question-là, nous arriverons forcément à de bons résultats. Pour terminer, quelles sont les ambitions de la Fondation Mireille Anti? Et puis, voir un peu, au terme de notre interview, un message fort aux auditeurs et même aux lecteurs également de notre site d'information en ligne. Nos ambitions, eh bien, c'est de permettre à la population ivoirienne d'avoir une oreille attentive, d'avoir quelqu'un à qui parler quand ça ne va pas, parce qu'actuellement, ça ne va pas avec toutes les différentes crises que nous avons connues. Chacun garde pour soi son ressenti. Il n'a pas forcément une oreille en face à qui il pourrait expliquer et du coup ça se traduit en pas mal de maladies psychosomatiques ou des maladies manifestes. Nous ambitionnons de justement créer un call center ou un pool de personnes disposées à décrocher 24 heures sur 24 et à répondre à des préoccupations des personnes en détresse. Nous ambitionnons aussi de créer une unité mobile pour intervenir à domicile parce que nous le faisons déjà avec nos maigres moyens, mais ce serait bien d'agir comme ça auprès de plusieurs foyers en difficulté. Aussi s'étendre à l'intérieur du pays parce que je pense que la population d'Abidjan est plus ou moins nantie, mais celle de l'intérieur est beaucoup en détresse aussi. Et le dernier projet, et là il est relatif à cette situation de femmes vivant en prison, c'est vraiment de créer ces structures tampons avant même de créer une grande prison pour femmes, ces structures de transition qui permettraient d'accueillir toutes ces femmes enceintes qui pourraient accoucher et vivre leur grossesse dans de bonnes conditions et par la suite aller purger leur peine, revenir prendre leurs enfants et mener leur activité parce qu'il faut aussi que je rappelle au passage que toutes ces femmes qui sortent que nous avons suivies pendant qu'elles étaient en prison, nous les aidons au travers d'activités génératrices de revenus pour regagner leur place dans la société. Eh bien, le mot fort que je pourrais adresser à la population, il faudrait que chacun de nous fasse attention à son prochain qui est dans la détresse. Vous savez, on dit généralement que les notions de solidarité, de partage, d'amour, de fraternité sont des concepts finalement africains, mais je pense qu'on tend de plus en plus à les oublier. Et il faudrait qu'on revienne à ces valeurs fondamentales parce qu'aujourd'hui, on assiste à des foyers ou à des endroits où vous voyez que le voisin ne connaît pas son voisin ou que quand quelqu'un a des problèmes, il a des problèmes et c'est pour lui, ça ne regarde que lui alors que ça ne coûte rien de dire par exemple bonjour à son voisin, ça ne coûte rien d'aider son ami à côté qui on sent qu'il y a des difficultés peut-être pour se déplacer le matin pour aller au bureau parce que il n'y a pas de moyen de déplacement. Ce genre de
choses-là, ce petit rien qui apporte beaucoup à la vie de quelqu'un qui est dans la difficulté. Donc, ouvrir les yeux sur la détresse des autres, c'est ce que nous voulons que l'Ivoirien puisse inscrire dans son comportement de tous les jours pour aspirer à une Côte d'Ivoire plus fraternelle, plus soudée, plus unie. Merci Madame la Présidente de la Fondation Mireille Anti. Je vous en prie, merci à vous. C'était notre entretien avec Mireille Anti, présidente de la Fondation Mireille Anti pour les cœurs en détresse qui se bat pour mener à bien son opération Zéro Maternité ou Zéro Naissance en prison. Production et présentation Augustin Tapé. Merci de nous suivre sur notre site www.newsivoire.com et la radio ISTC FM 103.8 depuis notre studio à Abidjan-Cocody.